C'était une nuit comme les autres dans notre petite ville en France, sauf pour un appel que j'ai reçu qui allait changer à jamais ma façon de voir le monde autour de moi. Mon ami Marc, toujours le plus courageux d'entre nous, a appelé avec une voix urgente, différente de son ton habituel taquin. « Nous devons vérifier l'hôpital, a-t-il dit. Quelque chose ne va pas avec la sœur de Léon. » Léon, un autre de nos amis, était désespéré. Sa sœur, qui adorait explorer les lieux abandonnés pour SS photographie, était allée dans l'ancien hôpital de la ville et n'était pas revenue. Ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage s'est rapidement transformé en quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prédire. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, l'ampleur du bâtiment nous a enveloppés d'une sensation oppressante, comme si l'air lui-même essayait de nous repousser. Les histoires sur le fait que l'hôpital était un lieu d'expériences sombres et de pratiques interdites ont toujours été considérées comme des légendes urbaines. Mais cette nuit-là, quelque chose dans les ombres semblait terriblement réel. Marc a mené la voie avec détermination. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un léger tremblement dans sa voix lorsqu'il nous a appelés à entrer. Il ne l'admettrait jamais, mais la peur s'était aussi enracinée en lui. En passant les grandes portes en bois, la sensation d'abandon était palpable. Des équipements chirurgicaux anciens, poussiéreux et oubliés, gisaient autour de nous comme des témoins silencieux d'un passé que personne ne voulait se rappeler. Le bruit de nos pas résonnait dans les couloirs vides, et à chaque ombre qui bougeait, mon cœur battait plus fort, écho de la peur collective qui nous enveloppait. L'idée que nous étions là pour sauver quelqu'un a rapidement cédé la place à la réalité que c'était peut-être nous qui aurions besoin d'être sauvés. La technologie, notre ligne de vie avec le monde extérieur, a immédiatement échoué. Nos lampes torches clignotaient de manière erratique et nos téléphones portables, désormais inutiles, refusaient de capter le moindre signal. Nous étions seuls, enveloppés par l'obscurité et l'inconnu. Et à chaque pas en avant, nous nous enfoncions davantage dans le mystère et la terreur que cet endroit abandonné gardait. L'histoire que je m'apprête à raconter est une que je n'aurais jamais pensé vivre. Une histoire où la ligne entre la réalité et le cauchemar est devenue floue et où la peur s'est manifestée de manière qui me hante encore. Voici le récit de ce qui s'est passé cette nuit-là dans l'hôpital abandonné et de la façon dont un démon maléfique s'est révélé à nous, défiant tout ce que nous savions sur le monde. Alors que nous avancions, chaque salle que nous explorions semblait raconter sa propre sombre histoire. Dans l'une d'elles, les murs étaient recouverts de symboles que nous ne reconnaissions pas, mais que nous savions instinctivement n'être pas des mots de bienvenue. C'étaient des symboles occultes, dessinés avec une précision qui ne pouvait signifier qu'ils avaient été faits dans un but et avec révérence. Marc a marmonné quelque chose à propos de rituels anciens, et un sentiment d'inquiétude a grandi parmi nous. Nous n'envahissions pas seulement un lieu abandonné, nous foulions un sanctuaire oublié de pratiques interdites. La situation a empiré lorsque nos lampes torches ont commencé à faiblir. D'abord, un clignotement ici et là, puis complètement erratique, comme si quelque chose ou quelqu'un jouait avec nous. Mon téléphone portable, que je tenais dans l'espoir vain d'obtenir un signal, est soudain devenu un objet étrange dans ma main, son écran sombre comme s'il était vidé de toute vie. L'isolement de cette réalité technologique nous a complètement enveloppés, et la vérité de notre vulnérabilité est devenue effrayante. En explorant plus profondément, nous avons trouvé une pièce qui semblait avoir été une bibliothèque ou une salle d'archives, avec des étagères poussiéreuses remplies de dossiers et de documents éparpillés sur le sol. En feuilletant les dossiers médicaux, chaque page révélait davantage le sombre passé de l'hôpital. Des récits d'opérations sans consentement et d'expériences défiant l'éthique médicale remplissaient les pages jaunies. C'était comme si chaque document
murmuraient les histoires de douleur et de souffrance que ces murs avaient vues. C'est alors que nous avons entendu les pas. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'écho de nos propres mouvements. Mais il est vite devenu clair que nous n'étions pas seuls. Le bruit venait d'un couloir adjacent, lourd et délibéré. Nous avons retenu notre souffle, écoutant, espérant que ce soit la sœur de Léon, ou peut-être un autre explorateur perdu comme nous. Mais il n'y avait personne. Le bruit des pas a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, ne laissant que l'écho de notre peur dans l'air. À ce moment-là, la réalité de notre situation nous a frappés de plein fouet. Nous étions perdus dans un labyrinthe d'horreur, et quelque chose nous traquait dans les ombres. La curiosité et l'instinct de protection nous ont poussés plus profondément dans les ténèbres de l'hôpital. C'est Marc qui a entendu le premier le son étrange provenant du sous-sol, un mélange de chuchotements et d'un murmure presque musical, impossible à ignorer. Il a décidé que nous devrions enquêter, une décision que, à ce moment-là, aucun d'entre nous n'a remise en question. La descente des escaliers étroits et rouillés nous a menés dans une cave que le temps semblait avoir oubliée, où l'air était imprégné d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'indéfiniment plus sinistre. Dans les sous-sols, nous avons découvert une salle contrastant de manière effrayante avec le reste de l'hôpital. C'était sans aucun doute une salle de rituel. Le sol était dominé par un pentagramme soigneusement dessiné, entouré de bougies qui, à notre grande surprise, dégageaient encore une chaleur résiduelle, comme si elles avaient été utilisées récemment. Sur les murs, d'autres symboles occultes et des étagères remplies de vieux livres et d'artefacts que nous n'osions toucher. L'air dans la pièce semblait vibrer d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant, un mélange de peur et de fascination. C'est alors que la présence s'est fait remarquer. Au début, ce n'était qu'une ombre à la périphérie de notre champ de vision, une obscurité qui semblait plus dense que la nuit environnante. Elle n'émettait aucun son, ne bougeait pas de manière reconnaissable, mais elle était indubitablement là, nous observant. La sensation d'être observé par quelque chose que nous ne pouvions pas clairement voir fit battre mon cœur d'une façon que je n'avais jamais expérimentée. C'était une présence malveillante. Il n'y avait aucun doute. La tension que nous ressentions fut interrompue brusquement lorsque Marc, dans un moment de panique ou de courage, décida de s'éloigner à la recherche d'un chemin de retour vers les autres. Mais l'hôpital n'était plus un simple bâtiment. Il s'était transformé en un labyrinthe vivant, ses couloirs changeant, se moquant presque de nos tentatives de navigation. Ce qui semblait autrefois familier était désormais étrange, comme si le bâtiment lui-même se tordait et changeait pour nous dérouter et nous désorienter. Marc essayait de garder son calme, mais à chaque pas que nous faisions, le sentiment d'être attiré plus profondément, plus loin de la sortie, grandissait. L'air était chargé d'un silence oppressant, brisé seulement par le son de nos pas prudents et, occasionnellement, par un écho lointain qui ressemblait à des rires ou des pleurs. Impossible de dire. La réalité de notre situation devenait de plus en plus claire. Nous n'étions pas simplement perdus, nous étions piégés, et quelque chose dans l'obscurité se délectait de notre terreur. Au fil de la nuit, l'obscurité de l'hôpital semblait s'épaissir, devenant presque palpable. Séparé de Marc, le reste d'entre nous commença à être tourmenté par des visions défiant toute explication logique. C'étaient des éclairs de patients et de médecins, mais pas comme on s'y attendrait d'un hôpital en activité. C'étaient des apparences fantomatiques, leurs regards vides et emplis de douleur, comme s'ils étaient prisonniers d'un moment éternel de souffrance. Ces apparitions ne parlaient pas, elles passaient simplement à travers nous, laissant une traînée d'air glacial dans leur sillage. La sensation d'être observé, peut-être jugé, par ces âmes perdues était indéniable. Chacun d'entre nous commença à faire état d'expériences similaires, mais aucune n'était exactement la même. Une amie, Juliette, jura avoir été touchée par des mains froides et invisibles qui l'avaient tirée en arrière, alors qu'elle essayait de suivre le groupe. Un autre ami,
Léon, désespéré de retrouver sa sœur, fut attiré par des voix chuchotantes qui promettaient de le guider jusqu'à elle, seulement pour se retrouver seul dans les couloirs sombres, personne en vue. Ces événements nous isolaient de plus en plus, brisant notre unité et nourrissant la terreur que chacun d'entre nous ressentait. Nos recherches désespérées de Marc et de la sortie nous menèrent à une salle qui semblait avoir été utilisée pour une sorte d'observation. Le centre était dominé par un grand miroir ancien qui reflétait plus que nos simples images effrayées. Sur le verre, d'horribles scènes se déroulaient comme si le miroir était une fenêtre sur les horreurs passées de l'hôpital. Nous pouvions voir des chirurgies brutales, sans anesthésie, des expériences inhumaines et des visages tordus d'agonie. C'était une vision qui nous paralysa de terreur et de répulsion, nous forçant à confronter la réalité de ce qu'avait été cet hôpital. Lorsque nous parvînmes enfin à détourner le regard du miroir, nous réalisâmes que nous n'étions plus seuls dans la pièce. La présence malveillante que nous avions ressentie dans les sous-sols se manifestait désormais plus clairement, reflétée sur toutes les surfaces miroitantes autour de nous. C'était une ombre, une distorsion dans l'air qui semblait nous entourer, fermant le cercle. Chaque tentative d'échapper ne faisait que nous ramener vers son centre, comme si nous étions pris dans un tourbillon délirant. L'entité, désormais indubitablement consciente de nous, semblait se délecter de notre panique grandissante. Un prédateur jouant avec ses proies avant le coup final. L'atmosphère de désespoir s'intensifia lorsque nous tentâmes, en vain, d'atteindre le monde extérieur. Nos téléphones portables, auparavant de simples morceaux de plastique et de métal sans signal, devinrent alors des sources de terreur. Au lieu du silence ou du bruit statique, ils commencèrent à émettre des sons distordus, des cris de douleur, des murmures malveillants et des rires glacials qui semblaient venir de toutes les directions. Les voix, incompréhensibles pour la plupart, prononçaient parfois nos noms, nous entraînant plus profondément dans le cauchemar, rendant la distinction entre réalité et hallucination de plus en plus floue. Dans notre quête frénétique d'une sortie, de Marc ou de tout signe de la sœur de Léon, nous trébuchâmes sur une salle qui semblait avoir été oubliée par le temps. Recouverte de poussière et de toiles d'araignée, elle était remplie de vieux documents et de notes éparpillées, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Parmi ces papiers, nous découvrîmes l'histoire macabre de l'hôpital, comment il était passé d'un lieu de guérison à un centre d'horreurs indescriptibles et l'origine de l'entité qui nous hantait désormais. Les documents détaillaient des expériences qui franchissaient les limites de la science et de la moralité, invoquant quelque chose qui aurait dû rester caché. L'affrontement avec l'entité semblait inévitable. Marc, puisant un courage insoupçonné au plus profond de lui-même, a tenté de l'affronter en utilisant les symboles et les mots que nous avions trouvés dans les documents. Armé d'un savoir précaire et d'une détermination désespérée, il a tracé des symboles de protection sur le sol, récitant des phrases qu'il comprenait à peine. Mais ces tentatives d'exorcisme ont été vaines. L'entité, distordant la réalité qui l'entourait, ne faisait que se renforcer avec nos peurs et nos échecs, devenant une menace de plus en plus palpable. C'est alors que nous avons été attirés, ou peut-être guidés, vers une des anciennes salles d'opération de l'hôpital. L'endroit était immaculé, comme préparé pour une nouvelle intervention, une vision perturbante qui contrastait avec la dégradation du reste du bâtiment. L'entité s'y est manifestée d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Elle est devenue physique. Ses contours humains distordus en une parodie grotesque de la vie. La salle, auparavant seulement le décor de nos terreurs, se transformait désormais au rythme de l'entité, les instruments chirurgicaux prenant vie, se mouvant avec une intention malveillante. C'était comme si l'hôpital tout entier respirait, et nous étions les proies, piégés dans ses entrailles, attendant l'issue d'une expérience à laquelle nous n'avions jamais voulu prendre part. Dans ce chaos, l'espoir semblait n'être qu'une faible flamme sur le point de s'éteindre.
Durant l'un des rares moments de calme, nous avons retrouvé l'un de nos amis, Rémi, qui avait jusque-là disparu dans les ombres. Il était grièvement blessé, son visage tordu par un mélange de douleur et de terreur. D'une voix défaillante, il nous a mis en garde contre le véritable visage de l'entité, une vision si horrible que les mots ne pourraient la décrire. Ces avertissements étaient fragmentés, mais le message était clair. Ce qui nous poursuivait dans les couloirs de l'hôpital n'était pas seulement une présence malveillante, mais un mal ancien et inimaginable. Poussés par le désespoir et le besoin de trouver une issue, nous nous sommes dirigés vers l'aile psychiatrique, un endroit que les documents décrivaient avec une crainte particulière. Les murs, autrefois blancs, étaient désormais tachés et écaillés, les cris des anciens patients résonnant encore en un chœur fantomatique. C'est là que les hallucinations se sont intensifiées, chacun d'entre nous confronté à nos peurs les plus profondes et personnelles. 6 visions, si vives et torturantes, semblaient être orchestrées par l'entité, dans une tentative de nous briser complètement. Dans les couloirs distordus de l'aile psychiatrique, nous avons découvert un vieux journal, caché sous le plancher brisé d'une des salles d'isolement. Les pages écrites par l'un des médecins fondateurs de l'hôpital racontaient comment l'entité avait été invoquée accidentellement lors d'une expérience visant à explorer les limites de l'esprit humain. Le médecin décrivait le rituel, sa conséquence horrifique et son échec à bannir ceux qui avaient été amenés à l'existence. Les mots du journal étaient un mélange de fascination scientifique et de terreur profonde, une confession de culpabilité qui semblait désormais être la nôtre aussi. La découverte du journal a coïncidé avec le début d'un orage à l'extérieur, le tonnerre couvrant les sons de l'hôpital, mais pas notre peur. L'orage nous a encore plus isolés, coupant tout espoir d'aide extérieure. Le monde extérieur semblait aussi lointain qu'un rêve, et nous étions prisonniers d'un cauchemar qui refusait de se terminer. La chapelle souterraine, mentionnée dans le journal comme un ultime refuge contre les forces invoquées, est devenue notre prochain objectif. C'était un lieu d'anciens symboles de protection, désormais presque effacé par le temps, mais peut-être notre seule chance d'affronter l'entité et de trouver une issue à cet interminable cauchemar. La chapelle souterraine était un sanctuaire oublié, caché dans les profondeurs de l'hôpital, accessible uniquement par un étroit couloir qui se distinguait à peine du reste du labyrinthe. À la lueur vacillante de nos dernières lanternes, les symboles usés sur les murs semblaient murmurer des promesses de sécurité, un contraste criant avec le chaos que nous avions affronté jusqu'à présent. C'était comme si, en ces lieux sacrés, nous avions trouvé un bref répit, une pause dans la tempête de terreur qui nous consumait. Inspirés par le journal du médecin et l'urgence de notre situation, nous avons décidé d'essayer le rituel d'exorcisme décrit dans ces pages jaunies. Avec les maigres matériaux que nous avions pu rassembler, nous nous sommes positionnés au centre de la chapelle, formant un cercle autour du symbole principal tracé au sol. Nous avons récité les anciens mots, notre foi dans ces phrases oscillant entre l'espoir désespéré et le scepticisme. Mais à peine avions-nous commencé que l'entité s'est manifestée avec une fureur jamais vue auparavant. Les bougies se sont éteintes d'un souffle glacial, et les symboles sur les murs ont commencé à se tordre, comme s'ils étaient effacés par les ténèbres mêmes qui avançaient. La transformation de la chapelle a été brutale et terrifiante. Des statues sacrées pleuraient des larmes de sang, tandis que les croix s'inversaient, comme si l'essence même du lieu était corrompue. Un vent froid et surnaturel circulait, portant des voix qui ne semblaient pas humaines, des rires et des murmures se moquant de nos efforts pour résister. L'entité, profitant de notre vulnérabilité, semblait déterminée non seulement à empêcher notre rituel, mais aussi à nous détruire, physiquement et spirituellement. Dans ce chaos, certains d'entre nous ont été séparés, happés par les ombres qui se mouvaient désormais de leur propre volonté. Juliette et Léon, chacun luttant contre ses propres terreurs,
ont été engloutis par les ténèbres, leurs cris se mêlant au cœur d'horreur qu'abritait désormais la chapelle. Le sentiment d'impuissance a été écrasant. Chaque tentative de se regrouper ou de poursuivre le rituel était contrariée par des forces dépassant notre compréhension. Ne restant que quelques-uns d'entre nous, la réalité de notre situation est devenue douloureusement claire. Nous ne luttions pas seulement contre une entité malveillante. Nous affrontions l'hôpital lui-même qui semblait avoir une vie propre, respirant et se tordant au gré d'un mal ancien. À chaque pas que nous faisions, à chaque mot du rituel que nous récitions, nous nous enfoncions plus profondément dans les ténèbres, loin de la lumière et de l'espoir qui nous avaient guidés jusque-là. Dans cet instant de désespoir, une pensée a émergé dans mon esprit tourmenté. L'entité se nourrissait de notre peur. Plus nous étions terrifiés, plus elle semblait devenir puissante. Cette révélation, aussi effrayante soit-elle, apportait un aperçu de stratégie contre le mal qui nous entourait. Marc, bien qu'ébranlé par la perte de ses amis et le chaos qui nous enveloppait, semblait partager cette compréhension. Ensemble, nous avons décidé d'affronter l'entité d'une manière que nous n'avions pas encore essayée, en utilisant notre propre peur contre elle. Dans les couloirs de l'hôpital, l'affrontement final avec l'entité s'est dessiné. Marc, avec un courage né du désespoir, a ouvertement défié la présence sinistre, la provoquant à se révéler. Et elle l'a fait d'une manière plus horrible que nous n'aurions pu l'imaginer. Ce n'était plus une ombre ou une distorsion. C'était une manifestation physique de toutes les horreurs que l'hôpital avait connues, un amalgame grotesque d'âmes torturées et de corps défigurés. La vision était presque insoutenable, un ultime test pour notre sanité mentale et notre détermination. Armés seulement de la faible lueur de nos lanternes et des connaissances fragmentées glanées dans les anciens documents, nous avons tenté un dernier acte de résistance. Nous avons trouvé un artefact dans la chapelle, une ancienne croix que le journal du médecin mentionnait comme la clé pour bannir l'entité. Avec peu d'espoir de succès, mais sans autre alternative, nous nous sommes concentrés sur notre tâche, essayant d'invoquer le pouvoir que l'objet pouvait posséder. Le rituel, effectué à la hâte et sous la pression de la terreur imminente, était imparfait, mais a produit un effet inattendu. L'entité, bien que non totalement détruite, a reculé, sa forme se dissipant dans les ombres, tandis que l'artefact brillait d'une lumière propre. Nous n'avions pas réussi à bannir complètement le mal, mais nous avions réussi à l'emprisonner, du moins temporairement. La victoire, si on pouvait l'appeler ainsi, était amère. Le prix avait été trop élevé, et l'hôpital, bien que silencieux pour un moment, palpitait encore d'une malveillance tapie. Le silence qui s'ensuivit fut un soulagement et une torture. Nous avons réussi, d'une manière ou d'une autre, à retrouver notre chemin à travers les couloirs qui semblaient désormais moins hostiles, moins vivants. La sortie, une porte tant désirée, était devant nous. L'aube extérieure apportait la promesse d'une fin à cette nuit interminable, mais aussi le poids de CE que nous avions perdus et de CE qui nous poursuivaient encore, invisibles mais éternellement présents dans les ombres. Sortir de l'hôpital représentait plus qu'un simple retour au monde réel. C'était s'échapper d'un cauchemar que nous pensions jusqu'alors n'être que fiction. Marc et moi, les seuls survivants de notre groupe initial, avons franchi le seuil avec un mélange de soulagement et de deuil. Le soleil du matin baignait le monde d'une lumière dorée, contrastant cruellement avec les ténèbres que nous avions affrontées. Pourtant, alors que nous nous éloignions, un sentiment troublant d'inachevé nous assaillait. Léon, renvoyé dans les ombres au dernier moment, n'avait pas pu sortir avec nous. Son destin, un sombre mystère, était un rappel du pouvoir que détenait encore l'entité. En jetant un dernier regard en arrière, l'hôpital semblait différent sous la lumière de l'aube. Ézèse mûr, autrefois imposant et menaçant, avait désormais l'air simplement triste et abandonné. Mais à mesure que nous nous éloignions, une illusion d'optique, ou peut-être quelque chose de plus sinistre, donnait l'impression que le bâtiment s'estompait, comme englouti par la brume matinale.
C'était comme si l'hôpital et toutes les horreurs qu'il renfermait n'avaient jamais existé. Cette vision, bien que pouvant être interprétée comme un signe de libération, portait en elle le présage que ce que nous avions vécu pourrait facilement être oublié ou nié. De retour en ville, la réalité de ce que nous avions expérimenté heurtait la normalité de la vie quotidienne. Les gens allaient et venaient, préoccupés par leur existence, inconscients de l'abîme dans lequel nous avions regardé. Tenter de partager notre histoire était vain. Les mots échouaient à capturer l'essence de la terreur à laquelle nous avions été confrontés, et nos avertissements étaient accueillis avec scepticisme et incrédulité. Le sentiment d'isolement était écrasant, une barrière invisible nous séparant du reste du monde. Marc, en particulier, semblait porter le poids de l'expérience plus profondément. Dans les jours qui suivirent, il a fait état d'apercevoir des reflets de l'entité, des bribes d'ombre que personne d'autre ne voyait, des murmures que lui seul pouvait entendre. La ligne entre la réalité et l'hallucination est devenue de plus en plus mince pour lui. Un combat constant entre la raison et la peur que l'entité le poursuive encore. Sa lutte, un reflet des cicatrices invisibles que nous portions tous les deux, était un douloureux rappel que, bien que nous nous soyons échappés de l'hôpital, nous n'étions pas vraiment libérés du mal que nous avions éveillé. Ce n'est pas une histoire d'héroïsme ou de triomphe sur le mal, mais un avertissement sur les dangers de s'aventurer dans des lieux oubliés, où des horreurs indicibles guettent dans l'obscurité. Alors que le soleil se couche et que les ombres s'allongent, je ne peux m'empêcher de me demander si l'hôpital, désormais un simple fantôme dans nos mémoires, n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus sinistre, attendant dans l'ombre d'être une fois de plus réveillé.